Osons l'IA à l'école. C'était l'invitation lancée par l'équipe du Collège Sainte-Anne en février 2026. Plus de 200 passionnés de l'éducation s'y sont donné rendez-vous pour réfléchir et partager autour de conférences, d'ateliers pratiques et d'échanges avec celles et ceux qui ont exploré et intégré l'intelligence artificielle en éducation de façon éclairée. Mon nom est Maxime Pelchat. J'œuvre au sein de l'équipe du Cadre 21 en tant que stratège numérique. Je m'intéresse de près à l'évolution de l'IA en éducation et en formation, et j'ai donc profité de l'occasion de ce rassemblement pour m'entretenir avec plusieurs personnes qui avaient accepté de venir partager leur expérience et expertise en la matière avec les participants. Des échanges inspirants où l'humain est au centre, la pédagogie comme boussole et l'IA comme levier. Alors qu'on parle beaucoup d'intégration de l'intelligence artificielle, ça apporte une question aussi de comment on peut mesurer notre progression des compétences numériques qu'on acquiert, qu'on développe, celles de ceux qui apprennent, mais celles de ceux qui les accompagnent aussi. J'en discute avec Philippe Genet qui travaille à l'Académie de la transformation numérique, qui est avec nous ici à Osons l'IA pour l'école. Merci d'avoir accepté mon invitation, Philippe. Ça fait plaisir, Maxime. Dis-moi, pour ceux qui seraient moins familiers avec l'Académie de la transformation numérique, si tu avais à résumer un peu l'organisation, la mission, qu'est-ce que tu dirais? Oui, absolument. L'Académie de la transformation numérique, ça a été fondé à peu près en même temps que le ministère de la cybersécurité et du numérique. Et sa mission, c'était vraiment d'accompagner les ministères et les organisations dans la transformation numérique. Donc, quand on parle de transformation numérique, c'est tout ce qui a trait à comment l'anticiper, comment réagir aussi à ces changements-là qui sont très rapides et aussi composer beaucoup avec l'aspect humain de la transformation. Parce que souvent, on parle des outils numériques. Or, les outils ils ont un impact sur le travail humain. Donc, les compétences liées aussi autour de ça, c'est beaucoup là-dessus qu'on travaille. Oui, mais il y a probablement beaucoup de pain sur la planche parce que si tu me dis que vous travaillez avec différents ministères, c'est que ça fait quand même un public très, très grand. Là. Il y a vraiment beaucoup de gens, dans le fond, à qui s'adressent les principales ressources et occasions de formation continue que l'Académie propose. Oui, tout à fait. Puis on essaye de toucher un public de plus en plus large, parce que je pense que la transformation numérique, c'est le citoyen en général aussi qui est impliqué là-dedans. Peu importe notre travail, je pense qu'aujourd'hui, la transformation numérique a un impact. Donc nous, on essaye de plus en plus de toucher à tous ces enjeux-là. Puis oui, effectivement, en ce moment même, on donne des formations où il y a des gens de tous les ministères qui peuvent s'y inscrire. Donc, c'est assez intéressant aussi le mélange des différentes formations, des différents backgrounds des gens. Ça rend ça très riche aussi. Oui, bien c'est ça. C'est un peu vers là que je voulais peut-être qu'on discute un peu parce que par la force des choses, vous ne vous retrouvez pas nécessairement avec un seul public cible, par exemple, Absolument. un seul type de corps de métier ou de type de poste, dans le fond, dans la fonction publique, par exemple. Commencer de réussir à réunir ou d'accompagner plusieurs personnes qui ont des profils différents, mais avec cohérence, puis de sentir que justement la personne est larguée peut-être par un trop grand écart dans leurs compétences numériques. Est-ce que ça a été un enjeu, dans le fond, important? C'est-à-dire que c'est un défi, encore aujourd'hui, mais c'est un défi qu'on aime relever parce que c'est très riche aussi de se mettre dans cette posture-là. Puis nous, à l'Académie, on a la chance de pouvoir s'appuyer aussi sur l'expertise professorale de l'Université Laval. Oui. Donc, on a quand même beaucoup aussi d'experts dans différents domaines qui, dans une approche multidisciplinaire, viennent vraiment étoffer nos formations pour accompagner des gens de tout acabit. Puis quand je disais aussi qu'on se base beaucoup sur l'aspect humain, ça nous permet aussi de trouver en fait le dénominateur commun souvent entre plusieurs métiers, que ce soit par la collaboration ou la gestion du changement ou même juste des techniques de créativité pour être plus réactif à ces changements numériques-là. Tout ça, c'est des sujets qu'on aime aborder et qu'on aime relever là, comme défi. Là, ouais. Parce que ça fait quelques années, dans le fond, que tu fais partie de l'équipe de l'Académie. Ça va faire 5 ans en mars. Ah, déjà? Ouais. Est-ce que tu as vu, dans le fond, une espèce d'évolution puis une adaptation face justement un peu au test de la réalité? Parce que chaque nouveau projet, il y a comme une idée qu'il faut tester. Puis est-ce que vous avez senti à un moment donné, il a fallu s'ajuster parce que la réaction, dans le fond, le retour que vous en aviez n'était pas exactement ce que vous aviez pensé, puis ça demandait un peu de
de faire évoluer le modèle ou d'essayer des nouvelles choses? Tout à fait. En fait, on pratique ce qu'on prêche à l'Académie. Ouais. Hein? Donc, c'est sûr que si on vous dit qu'on est dans le changement numérique, nous-mêmes aussi, il faut être dans cet état-là de changement, de réaction, d'adaptabilité à différents publics puis à différentes nouveautés. Donc, l'IA, bien sûr, c'en est une nouvelle aussi. On est beaucoup là-dedans. C'est l'année de l'IA à l'Université Laval. On est impliqué dans un événement pas plus tard qu'il y a 2 semaines. On a été vraiment dans une journée au complet autour de ce thème-là. On a de plus en plus de formations en ligne, donc qu'elles soient synchrones ou asynchrones aussi sur ce sujet-là. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Évidemment, on réagit à la tendance comme tout le monde. On diversifie aussi beaucoup les formats. Donc, nous, on essaye un peu de réinventer ce qu'on entend aussi par formation asynchrone classique, tu sais, les formations un peu plus cliquables avec une esthétique assez attendue, bureaucratique, si je peux dire. Nous, on essaye un peu de réinventer, d'avoir une couleur différente aussi au numérique pour rendre ça, encore une fois, plus humain, moins désincarné. On travaille avec des designers qui sont très talentueux sur cet aspect-là, des conseillers en pédagogie aussi qui ont très conscience de l'évolution du métier, puis comment est-ce qu'on peut réinventer l'interaction aussi. Donc, c'est toujours au cœur de nos préoccupations. Donc, vraiment, comme il y a une équipe quasi multidisciplinaire qui travaille avec vous là, pour vous appuyer là-dedans. Tout à fait. Puis, étant donné qu'on est une petite équipe aussi, c'est le fun parce que tout le monde peut contribuer à tous les projets. Puis donc, ça rend les projets aussi plus dynamiques, plus créatifs. Puis là, dans le cadre de l'événement aujourd'hui, vous venez présenter, toi et ta collègue, comme un modèle de progression des compétences numériques. Comment vous avez réussi à développer quelque chose? Parce que ça revient un peu à ce que je soulevais tout à l'heure, là, que clairement, tout le monde ne part pas du même endroit, puis ce qu'on souhaite, c'est que tout le monde avance jusqu'à un certain moment à leur rythme. Qu'est-ce que vous avez réussi à travailler autour de ça? Parce qu'on voit ça là-dessus, qu'on soit en formation continue ou en formation en mode éducation, école primaire, secondaire et les cycles supérieurs. On souhaite cette progression-là. Comment vous avez réussi à trouver des moyens de la mesurer, dans le fond, cette progression? Oui, bien, en fait, à l'ATN, on a un département d'enquête et de mesure. Okay. Et donc, c'est vraiment le département qui s'est penché sur cette question-là. Et la solution qu'on a apportée cette année, c'est plutôt de proposer un autodiagnostic. Donc, les gens peuvent évaluer eux-mêmes leur niveau de littératie en IA. Et avec des questions quand même très recherchées. C'est vraiment pas non plus un questionnaire qui se remplit nécessairement rapidement parce qu'on voulait vraiment prendre le pouls avec le plus de nuances possible des compétences des gens. Et ce qu'on a fait, encore une fois, quand on essaie de réinventer les formules, c'est que plutôt que de donner un profil de fin qui était qualitatif, par exemple, est-ce que je suis meilleur ou moins bon, on a donné des profils animaliers. Donc, juste pour un peu changer l'état des choses, puis aussi que les gens aient une espèce d'identifiant qui peut se dire « Ah, moi, je suis plus un renard ou je suis plus un corbeau », avec certaines qualités associées à cet animal-là, qui peut-être par rapport à ta posture d'apprentissage ou à tes connaissances générales que tu as sur l'IA, ou plutôt à comment tu aimes le découvrir. Puis donc, ça a amené un aspect ludique, puis je pense que ça a été bien reçu aussi, parce qu'on n'était pas non plus dans une optique de « je suis meilleur » ou « je suis moins bon que », mais vraiment plus comme comment je me définis moi-même par rapport à l'IA. Ah, intéressant. Puis les réactions face à ce modèle-là ont été intéressantes parce que, évidemment, quand vient le temps d'utiliser des métaphores entre un prof de primaire qui le fait puis de le faire avec, par exemple, des adultes qui sont en formation continue, je présume que c'est pas la même chose. Est-ce que les retours ont été bons et ça semble avoir été porteur? Ben oui, les retours sont excellents. Puis en fait, il faut vraiment que je donne encore le crédit à mes collègues d'enquête et mesure parce qu'ils ont vraiment fait un travail superbe aussi pour que, même si oui, c'est un peu ludique, des animaux, que quand même la description soit très cohérente puis aussi permettre de vraiment bien comprendre les nuances de c'est quoi ma posture face à l'IA. Donc, c'était vraiment très bien reçu pour l'instant. Puis, est-ce que ça vous inspire à peut-être continuer d'intégrer cette dimension de ludicisation des apprentissages dans ce que vous offrez là, dans vos ressources, qu'elles soient synchrones ou asynchrones? Bien, c'est sûr que nous, puis moi, venant du milieu du design aussi, la première question que je me pose, c'est est-ce que c'est pertinent pour le contexte? Donc, c'est toujours de là qu'on part. Puis quand c'est pertinent, oui, il y a entièrement matière à le faire parce que ça réinvente un peu la chose, ça surprend les gens. L'effet de surprise, on le sait, ça peut être un bon mécanisme aussi. L'humour aussi, c'est quelque chose qui peut être pratique pour retenir, pour la mémoire. Donc, quand c'est pertinent, on peut absolument aller dans cette talle-là, si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est pas toujours le cas. Donc, toujours évaluer le contexte avant tout. Puis en ce moment, si les personnes qui nous écoutent comme vont fureter sur le web, vont chercher l'Académie de la transformation numérique, est-ce qu'il y a en ce moment des ressources qui sont disponibles à tous? Est-ce qu'il faut se créer un compte? Est-ce qu'il faut... comment ça fonctionne exactement? En fait, toutes les informations sont disponibles vraiment sur notre site Internet. Donc, pour avoir accès à des formations individuelles, il y a une manière de fonctionner qui est décrite sur le site. Sinon,
Sinon, par rapport à certains organismes ou ministères, on a aussi des portails privés qui peuvent avoir accès. Mais tout dépend là, du besoin de la personne, mais tout est là sur le site. D'accord, d'accord. En terminant, dis-moi, si tu avais comme un coup de cœur à partager, là, que toi, t'as vraiment inspiré dans ton travail à l'Académie jusqu'à maintenant, puis de voir que, ouais, quelqu'un qui est une personne enseignante qui travaille dans le milieu scolaire, aussi là, comme professionnel, etc., qui pourrait être vraiment intéressante, y a-tu quelque chose auquel tu penses, tu dis comme, ah oui, ça c'était vraiment aidant dans la suite de nos réflexions, de nos travaux, puis qu'on l'a quasiment même intégré. Il y a quelque chose qui te vient en tête quand je te dis ça? Rapidement, ce qui me vient en tête, c'est quand je disais qu'on essaie de réinventer un peu le format. L'automne dernier, on avait voulu faire un événement, donc à l'Université Laval. Puis finalement, à cause de certaines circonstances, il a fallu adapter et le passer en ligne. OK. Et, par contre, ça nous a aussi offert une opportunité de le penser autrement, puis que ce ne soit pas un événement en ligne un peu plus commun où la personne est juste devant son portable chez elle puis qu'elle donne sa conférence comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé une équipe de tournage puis on a fait vraiment un studio maison sur le lieu de l'université où la personne, oui, faisait une diffusion en ligne, mais il y avait une interaction qui était plus grande avec les participants. Le conférencier ou la conférencière était debout, ça pouvait être plus dynamique. Elle pouvait voir aussi le visage des personnes sur un autre écran. Il y avait une réaction, il y avait des techniciens qui étaient là aussi pour modérer le chat. Donc tout ça, ça a eu deux impacts en fait. Donc ça a amélioré l'expérience du conférencier ou de la conférencière, mais également l'expérience des participants en ligne. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une formule qui est habituelle. Puis nous, on essaie toujours un peu de penser comment est-ce qu'on peut amener ça, cette couleur-là un peu ATN qui change un peu la donne. Très intéressant. Ça me rappelle d'ailleurs que le dernier sommet du développement professionnel qu'on a tenu en décembre 2023. C'est un peu l'approche qu'on avait adoptée aussi pour essayer de faire en sorte qu'effectivement, il y ait plus d'interaction entre les personnes qui présentent, dynamisme à l'écran et de sentir qu'on est moins dans une réunion Zoom standard et qu'on est plus en mode actif et apprentissage et que ce soit bidirectionnel. Exact, oui. Très intéressant. En tout cas, c'est à suivre. Si ce n'est pas dans vos favoris, allez sur les réseaux sociaux, suivre les activités de l'Académie de la transformation numérique. Toujours intéressant et inspirant à suivre. Un autre exemple que l'enseignement supérieur et l'éducation peuvent s'inspirer mutuellement avec leurs expertises respectives. Philippe Genet, c'est un plaisir de discuter avec toi. Merci, Maxime. Merci à nos invités d'avoir transféré leur préparation pour la journée dans cette discussion au cœur de l'action. Merci à l'équipe du Collège Sainte-Anne, à Jacques Cool et au comité organisateur de la journée de nous avoir permis de nous installer confortablement au cœur de l'événement avec nos micros. Et merci à mon complice François Lake du Récit de l'enseignement privé m'avoir assisté au pilotage technique de cette station ainsi qu'au montage des épisodes. Pour l'édition 2027, Osons l'IA à l'école se transforme en un grand éducateur. Un rendez-vous collaboratif unique qui proposera de passer de la réflexion à la création de solutions pédagogiques concrètes propulsées par l'IA. D'ici là, je vous invite à explorer les autres discussions que nous avons eues pendant cette riche journée avec des pédagogues tout aussi passionnés et éclairés. Ici Maxime Pelchat du Cadre 21 qui vous dit bon développement professionnel et à bientôt! Le Cadre 21 est une initiative de la Fédération des établissements d'enseignement privé, avec le soutien financier du ministère de l'Éducation du Québec et de Desjardins Caisse de l'Éducation. La station Balado du Cadre 21 est membre de Balado Pédago, une communauté dynamique de professionnels de l'éducation qui partagent une vision commune, transformer l'apprentissage et l'enseignement grâce à des échanges enrichissants et inspirants. Bonifiez votre liste de lecture en explorant baladopédago.com afin de découvrir d'autres balados liés au monde de l'éducation.